Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Omnia Abdelbar, qui est une femme modèle, femme égyptienne modèle, qui va nous parler de sa réussite, de ses ambitions et également de ses aventures. Je vous promets de passer d'excellents moments en notre compagnie aujourd'hui et cette rencontre avec notre invitée Omnia Abdelbar. Bonsoir Omnia, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi, bonsoir Mona. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance puisque c'est une période très importante de la vie de l'être humain qui marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Moi, je pense que mes parents ont vraiment influencé la manière dont j'ai décidé de faire ma carrière après et de vivre ma vie. Euh, Mon père, je me rappelle qu'il nous emmenait souvent sur les sites archéologiques, à visiter les musées, chaque fois qu'on est dans une ville ou une autre. Alexandrie, on allait à la citadelle de Kite Bay. C'était pas simplement la plage. Et même, mon père, c'est un ingénieur, mais c'était l'histoire du patrimoine de l'Égypte était quelque chose qu'il a vraiment installé dans notre personnalité en grandant. Je fais la même chose maintenant avec mon fils qui gronde parfois parce qu'il n'a pas envie d'aller au musée. Mais je me suis rendu compte que le fait de savoir que nous sommes des Égyptiens, que nous venons d'une longue histoire, d'un patrimoine très, très riche, d'un pays qui a vécu et qui a influencé l'humanité, c'était toujours une des choses que mon père et ma mère essayaient de nous montrer. Parce qu'on a vécu un peu aussi à l'étranger. Et alors, le fait, ça veut dire quoi être égyptien? Comment est-ce que, et on a étudié, on a grandi dans des écoles françaises, donc aussi avec des nationalités différentes. C'était aussi de savoir qui on est, quel genre de pays on vient de. Et alors, c'est pour ça que je pense que grandir avec cette inspiration autour m'a fait. J'ai décidé de, premièrement, que j'aime bien l'architecture parce qu'on a visité plein de bâtiments. Alors, j'ai décidé de faire l'architecture et après de travailler sur les vieux bâtiments. Je pense que vraiment grâce à mon père. Parfait. Alors, cette période de l'enfance liée avec les racines, avec la civilisation égyptienne, vous a poussé après à étudier l'architecture ou l'égyptologie, lesquels des deux domaines? Moi, parce que j'aimais beaucoup dessiner. Mhm. Et ici, on parle de souvenirs d'enfance. Le fait d'être devant une page blanche était un de mes les moments les plus intéressants à penser qu'est-ce que je vais dessiner. C'est Mhm. pour cela, et j'ai aussi quelqu'un dans ma famille qui est architecte. J'aimais beaucoup regarder comment il faisait ses dessins en écoutant de la musique. Alors je me disais, ça c'est pas mal comme carrière. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire l'architecture. Mais je suis allée aux Beaux-Arts et je suis pas allée en Polytechnique chez mon père. Et c'était tout un débat. Mais je voulais vraiment commencer à étudier l'architecture de la première année parce qu'en Polytechnique, tu commences dans la seconde année. Et je suis très contente que j'ai vraiment fait ce choix parce que étudier l'architecture aux Beaux-Arts nous donne aussi énormément euh, euh, l'aspect artistique autour parce qu'on a nos collègues qui dessinent, qui font de la sculpture, qui font de la peinture. C'est un autre environnement que Polytechnique. Oui. Euh, mais j'ai toujours aimé l'histoire, tu vois, et c'est pour cela que après avoir terminé l'architecture, j'ai travaillé un peu comme architecte, mais j'ai décidé d'aller faire un master dans la conservation des bâtiments historiques. Ouais. Et après, je suis rentrée en Égypte
j'étais en Belgique pour mon master et en rentrant en Égypte, j'ai travaillé sur une très, très belle maison à Kour, un monument historique dans la vieille ville, Beit Razez. Et je faisais partie de l'équipe qui a restauré c'est vraiment un palais, une maison exceptionnelle. Mais en travaillant sur le vieux bâtiment, je me suis rendu compte que peut-être que je connais bien la pierre et le bois, mais je comprends pas tout à fait l'histoire. Oui. Et c'est pour cela que j'ai décidé de continuer, de faire une thèse en histoire. Alors, je suis allée à Aix-en-Provence et je me suis inscrite pour faire ma thèse en histoire de l'architecture mamelouk. C'est un parcours très intéressant, mais également qui varie entre l'art, l'imagination et les études très sérieuses, parce que ce n'est pas uniquement le talent de dessiner, mais également vous avez fait un amalgame avec toute cette richesse de culture, d'histoire et également de diplômes. Alors, je peux deviner que vous aimez étudier et lire. Oui, la lecture, c'était aussi une des choses qui est vraiment dans ma famille. Mhm. Je me rappelle que ma mère, je pense que j'avais peut-être 8 ans à l'époque, elle m'a dit d'aller à la bibliothèque de l'école et de chercher les livres de la comtesse de Ségur. Oh, Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer à lire. Au début, je prenais les livres de la bibliothèque et puis après, c'était un peu mon cadeau d'aller avec ma mère à Livre de France dans le centre-ville, qui a malheureusement déménagé j'étais chez Asrenil, et on allait pour que je choisisse un des bouquins de la comtesse de Ségur. mhm. Oui, Ça, oui, avant de passer à une autre étape de votre carrière, je m'arrête là avec cette notion de lecture. Malheureusement, la nouvelle génération aujourd'hui ne lit presque pas. Ça veut dire que le livre traditionnel, classique, les feuilles, ils ne savent pas comment tenir un livre dans leurs mains. Est-ce que vous croyez que ça peut vraiment avoir des conséquences sur leur caractère, leur personnalité et également leur culture, leur connaissance, leur savoir-faire? je pense même pour nous, parce que c'est plus simple d'être devant un écran que de prendre un livre. Euh, mais je me force parfois de m'éloigner de l'écran pour que j'ai le temps de passer quelques heures à lire un bouquin. Et c'est vrai parce que j'essaie avec mon fils de l'encourager à lire un peu. Et je pense parce qu'il voit que moi je lis, que parfois il essaie de faire la même chose, qu'on s'assied l'un à côté de l'autre, chacun pour lire son bouquin. Cette relation avec le papier, pour moi, et même le vieux papier, tu vois, avec l'odeur Oui, du papier qui est un peu jaunâtre comme ça, c'est aussi c'est une expérience qui n'existe plus avec l'écran. Et le fait d'écrire des notes à la main, moi je pense que c'est très important cette relation avec, bon, en fait, la main, les yeux, toutes ces sensations. Ça nous rappelle, parce que moi parfois je me rappelle des informations de la position de la page, par exemple, du livre. Et c'est comme mm, ça que je joue un peu avec ma mémoire. Et je me dis, ah oui, oui, je me rappelle, je l'avais lu, c'était à côté droite, en bas d'un dessin ou quelque chose comme ça. oui. Et c'est pour cela que je sais que c'est très, très difficile maintenant parce que moi-même, je me force à le faire. Et j'imagine que on se dit, mais est-ce qu'on va continuer à publier des livres? Tu sais, on écrit toujours des livres et on essaie de les publier et c'est devenu aussi une affaire très coûteuse. Mais je pense un peu, en voyant aussi avec maintenant, il y avait quelques semaines, il y avait La comment femme on du dit, livre. la foire du livre, exactement. Et j'ai vu qu'un tas de nombre d'amis qui sont allés et les gens
je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent en ce moment et de notre génération en plus et beaucoup qui sont revenus à la lecture. Oui. Et j'espère que de plus en plus, mais vraiment, je pense que la meilleure chose, c'est de lire et de prendre les jeunes à côté et de dire, ben voilà, on va, pendant une demi-heure, on va lire un bouquin ensemble, quelque Mhm. chose. Pour Oui, les encourager aussi, c'est vrai. ou de leur donner comme cadeau, par exemple. Quand je voyage, je fais vraiment attention à chercher toujours un livre pour mon fils de la ville où j'étais, un livre qui parle de l'histoire de la ville. Comme ça, un jour, quand il retournera, peut-être, où il ira visiter, Appel il de se rappellera Citadelle. de ce petit bouquin. Alors, on retourne encore une fois à la carrière, à la vie professionnelle. Vous avez commencé vos premiers pas après les études de l'architecture dans le domaine de la restauration des bâtiments et petit à petit, vous avez approfondi vos connaissances et vous avez changé également de carrière. Parlez-moi de cette décision puisque je comprends qu'aujourd'hui, vous êtes guide, n'est-ce pas? Vous êtes guide touristique. Et on va parler de ces aventures. Alors, vous avez Um, changé de carrière ou vous faites les deux en parallèle? um, non, guide, je le fais pour les amis, pour leur expliquer Ah, parce que j'ai plein d'histoires à raconter, mais je fais pas ça comme carrière. C'est juste quand il y a des amis qui sont de passage, alors je les emmène dans les mosquées, je leur raconte un peu l'histoire de l'architecture et de l'histoire du Caire aussi. mhm, Moi, je pense que c'est pas vraiment un changement de carrière, mais c'est comment j'ai construit. Je suis en train de construire ma carrière parce que mhm, chaque discipline a ajouté quelque chose sur la manière dont je regarde les projets. L'architecture nous apprend à imaginer, à concevoir des projets, elle nous donne une flexibilité, j'imagine, qui est très importante. Alors, vraiment, je pense que j'ai vraiment fait le bon choix. À chaque fois que je commençais un truc, je dis, tiens, j'aurais dû peut-être commencer ça au début. Mais c'est vrai que, non, parce que par exemple, je travaille aussi sur la photographie et je travaille sur les manuscrits, je travaille sur l'art islamique. C'est pas simplement l'architecture. Et puis, quand j'ai fait la conservation, je suis allée faire la conservation parce que j'aime beaucoup l'histoire et je voulais travailler sur les vieux monuments parce que je suis baladée tellement avec mes parents dans ces vieux bâtiments que j'étais fascinée par cette architecture. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est impossible de travailler sur les vieux bâtiments si on ne connaît pas l'histoire. Et il est indispensable d'étudier vraiment l'histoire pour pouvoir prendre des décisions sur le chantier. mhm. Et c'est pour cela que j'ai écrit une thèse sur comment est-ce qu'on a construit le Caire Mamelouk. Sur le chantier. Moi, je suis sur un chantier de conservation, mais le chantier de construction, comment est-ce que ça a été? Et c'était vraiment une expérience que je trouve très enrichissante parce que premièrement, j'ai appris à lire les sources Mhm, et même si je suis égyptienne et que l'arabe est ma langue maternelle, mais lire les sources médiévales n'est pas évident. mhm, Et alors ça, c'était aussi, c'est une richesse que la thèse m'a rapportée, ce qui me permet maintenant d'avoir tous les outils de recherche dont j'ai besoin pour faire mes projets. Et je mhm. pense que cette multidisciplinarity Oui. me amène à ce que c'est un peu un travail d'équipe parfois, mais je suis contente que j'arrive à gérer cela personnellement. Et, euh, et moi, je suis fascinée par la vieille ville, hein. La vieille ville du Caire, l'histoire de la vieille ville, l'architecture de la vieille ville, les monuments, mais aussi le tissu urbain, les vieilles maisons qui sont en train de se casser et de tomber en ruine. C'est là ma vieille ville qui m'intéresse vraiment énormément et je pense que j'ai toujours travaillé sur la vieille ville et c'est passionnant et c'est fascinant. Alors je pense que je vais toujours continuer à travailler sur ce patrimoine.
Et étant femme, est-ce que vous avez affronté des défis ou des difficultés à suivre vos ambitions, vos rêves, si vous voulez, de travailler dans ce domaine, surtout la restauration et également être très impliqué avec des équipes techniques, avec bon, le vieux Caire, les anciens bâtiments et tout ça. Est-ce qu'il y avait des difficultés? Euh, Bon, j'imagine il y a toujours des difficultés dans le travail. Et par exemple, sur le chantier, j'avais 70 ouvriers, mais je les respectais, ils me respectaient et ça se passait très, très bien. Je pense, Mona, que surtout quand j'ai eu mon doctorat, Mhm. hum, c'est vraiment, comme on le dit, c'est comme si les gens regardent que tu es devenu une autorité un peu et que ben, cette femme, elle a fait des études, elle comprend quelque chose. Et alors, il y a aussi un autre niveau de respect que j'ai senti, même si moi, je sens que je suis toujours gamine et que j'ai toujours mille et une choses à apprendre. Mais les gens mettent un peu le fait que tu as travaillé, que tu as fait une thèse en histoire en plus, étant une architecte, j'ai senti vraiment un respect, hein, je dirais. Des défis, personnellement dans ma vie, j'ai vraiment, j'ai pas même une incident. Je me rappelle pas d'un moment où étant femme était un problème. Euh, et j'imagine parce que je sais que j'ai une personnalité assez forte, mais en même temps, je pense que le fait de vraiment traiter la personne devant toi en la respectant toujours, même si c'est un jeune ouvrier ou un grand professeur, c'est le fait dont comment on parle aux gens. Oui, Et j'essaie toujours de toujours montrer que c'est pas parce que j'ai un tel âge et que j'ai fait des études que je suis plus importante, par exemple. Non. Et je pense que toujours, même avec quiconque qui travaille avec moi, les jeunes même en plus, je leur dis, ne me dites pas doctora omnia. Ça, c'est un truc, je leur dis, vous me dites omnia déjà. Et, ça brise un peu toutes ces, euh, comment dirais-je, euh, de sentir que c'est difficile d'agir ensemble. oui. Mais même femme, je suis en train de penser, pour moi personnellement, je sais que j'ai des amis qui ont eu des problèmes, hein, mais moi personnellement, je pense au contraire, étant femme, m'a donné une souplesse, une facilité parfois Heureusement, de rentrer dans les maisons des gens. Tu vois, nous on travaille oui, sur la vieille ville. Quand je suis une femme, alors je suis toujours invitée pour prendre le thé, pour manger un petit sandwich. Quand je faisais ma thèse, mon master, je me rappelle, à Saïda Zena, il y avait une dame très, très sympa qui m'invitait toujours à déjeuner quand j'ai trouvé que j'étais là en train de faire mes relevés dans la rue. Enfin, je pense qu'ils feront ça avec une fille plus qu'un garçon. Mhm. Et, et je sais pas, mais personnellement, en pensant maintenant avec toi, je pense pas que j'ai eu une difficulté avec le fait que on m'a pas traité de la même façon d'un homme. Oui. C'est vraiment, quand tu as confiance sur ce que tu es en train de faire, quand tu écoutes l'autre aussi, c'est très important de leur donner leur espace Oui. et, d'agir en tant qu'une équipe, c'est très important. Alors, s'il n'y avait pas vraiment des difficultés, heureusement, alors, docteur Omneya, Il y a d'autres difficultés. parlez-moi des points forts, des souvenirs les plus importants de votre carrière. Euh, j'ai vu pas mal de photos avec quelques invités de l'Égypte qui sont venus, par exemple, visiter, découvrir l'Égypte. Vous étiez là afin de leur expliquer un peu. Mais je voudrais
entendre ça de vous. Je ne veux pas que moi, je le récite, mais je veux partager avec vous ces moments les plus importants, les plus glorieux de votre carrière. D'ailleurs, ce matin, avec mon fils, on était à Beit Aziz et en parlant, en allait, Céline m'a dit, c'est quand même une maison qui a reçu une visite royale, maman. Ah, c'est vrai. Alors, alors je dis, tiens, parce que on a eu vraiment beaucoup de chance. Je travaille pour la Fondation égyptienne pour le sauvetage du patrimoine ici en Égypte. Et cela fait 4 ans qu'on a fait un accord avec le ministère des Antiquités de réutiliser Beit Aziz, la maison que j'ai restaurée il y a plus d'une quinzaine d'années, et de faire le maintien, de prendre soin de la maison, ce qui est très, très difficile parce que les vieilles maisons, ça coûte énormément, mais on a vraiment réussi à mettre toujours de l'argent de côté. Et on a travaillé sur les chaires de mosquée, les members. Et c'est un projet qui a été subventionné par le Royaume-Uni. On a eu des fonds un fonds spécial, la Culture Protection Fund, un truc qu'ils ont commencé en 2016 avec toutes ces histoires en Syrie et en Irak, mais l'Égypte était aussi parmi les pays qui peuvent donner de l'argent. Et heureusement qu'on a fait un travail énorme, mais un travail qui a créé beaucoup d'écho en Angleterre. Ce qui fait que quand les Anglais étaient en train de préparer la visite de Son Altesse Royale Prince Charles, Oui. on dit comme ça, Son Altesse Royale, n'est-ce pas? His Royal Highness. C'était inévitable de mettre qu'il fasse une visite chez nous. Et moi, j'étais vraiment flattée parce qu'il est venu juste pour un jour au Caire et le second jour en Alexandrie. Je me dis quand même, il aura le temps pour venir nous voir. Et il nous a donné 45 minutes, ce qui est pour leur temps, bien sûr, énorme. Et on était très, très honorés, mais aussi émus de la visite parce que le prince Charles, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé sur l'artisanat traditionnel de la région. Et lui-même, il a été parmi les personnages qui ont travaillé sur la restauration du membar de la mosquée de Jérusalem, Al-Aqsa, qui a pris feu en 1969. Et c'était un long projet pendant une trentaine d'années pour pouvoir faire une reproduction et l'installer de nouveau dans la mosquée. Et c'est pour cela qu'il a créé aussi une école pour enseigner cet artisanat qui est en train, et ces différents métiers, et c'est quelque chose c'est un savoir qui est en train de disparaître, pas simplement dans le monde de l'islam, mais vraiment dans tout le monde en ce moment. Tout le travail fait à la main, c'est un savoir-faire très minutieux, très délicat, et les gens avec la technologie, le rythme de la vie, ne travaillent plus vraiment avec leurs mains. Mais je pense depuis Corona, je pense que les gens de plus en plus retournent à s'intéresser à ce travail, à apprendre un métier, à faire quelque chose avec leurs mains. De l'artisanat, puisque le confinement restait beaucoup de temps chez nous et c'était le moment d'apprendre quelque chose d'autre. Si on ne peut pas sortir, comment utiliser notre temps? Exact, exact. Alors là, quand même, ce Covid-19, il avait pas mal d'intérêt pour le retour à la vie humaine telle qu'elle est. Moi, je dis, j'espère que ça va être les 10 années qui viennent là, que ça va être vraiment les années où on retourne à s'intéresser sur tout ce savoir-faire traditionnel dans tous nos pays. Et c'est pour cela que le prince était venu nous visiter et j'étais vraiment heureuse parce que le soir même, sa femme, alors, la comtesse, non, elle est la duchesse de Cornwall, elle m'a, c'était la réception, et alors j'ai dit, je suis désolée que vous n'avez pas eu le temps de venir nous voir avec le prince. Et il m'a dit, j'étais très déçue parce il m'a raconté qu'il a vraiment aimé nous rencontrer. Alors, il a rencontré les artisans avec qui on travaille, avec toute l'équipe de travail qui ont fait la documentation. Il a aussi rencontré les élèves de sa propre école parce qu'il y a une école qu'il a ouverte ici au Caire, à Fostat, pour enseigner ce savoir-faire traditionnel. Alors, on a mis un peu les deux ensemble, nous, la fondation, et eux aussi, l'école du Prince.
Et c'était vraiment une journée, on était tous, comment dirais-je, c'est ça, ça nous donne de l'énergie quand même, quand les gens Oui. apprécient ton travail et que nous, on n'a jamais vraiment fait quoi que ce soit pour dire il faut absolument que vous dites qu'on fasse une visite à Beit el Aziz. Et puis après, j'ai regardé dans les journaux, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe à Beit el Aziz? Alors j'espère vraiment, et ça, c'est un peu, si on parle du futur, Mhm. j'espère vraiment que les Égyptiens eux-mêmes D'écouter. s'intéressent de plus en plus sur leur patrimoine. Mhm. Et tu sais, Mona, je pense que il est temps de penser à réinvestir dans la vieille ville parce que Mais je crois c'est qu'il existe un peu, actuellement un projet pareil qui a pris plusieurs c'est toujours, initiatives. c'est des démarches que le gouvernement est en train de mettre en place, Oui. mais il est essentiel d'encourager le secteur privé de Mhm. réinvestir dans la vieille ville, d'acheter les vieilles maisons qui tombent en ruine, de les restaurer, de les remettre de nouveau sur le champ, sur le marché ou de les utiliser eux-mêmes. Alors, Ounia Abdelbar, vraiment, j'étais ravie de pouvoir parler avec vous, de pouvoir partager votre enthousiasme, votre réussite et vos moments les plus chaleureux de votre carrière. Je vous remercie infiniment de nous accorder ce temps pour notre programme au féminin. Merci beaucoup, Mona. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vous m'avez aussi laissé repenser à tous ces moments d'inspiration de la vie parce que bon, on travaille tous les jours et c'est pas évident. Mais c'est bien de se dire qu'on essaie de notre mieux. Et j'espère que ça va être que de mieux en mieux d'ici là. Inch'Allah. Inch'Allah, bon courage et bonne continuation. Et chers téléspectateurs, c'était notre rencontre via la nouvelle technologie avec Dr. Omnia Abdelwar, qui est un modèle de réussite de la femme égyptienne, qui a des ambitions, qui a des projets précis, qui suit de près ces projets jusqu'à ce qu'elle puisse les terminer avec beaucoup de réussite et qui a partagé avec nous les moments les plus importants de sa carrière et de sa vie. Je vous remercie infiniment. À la prochaine édition et une nouvelle réussite au féminin.